Alors c'est parti pour la deuxième capsule de l'antidote révolution. Aujourd'hui on parle de la perfection. Qui dit perfection pense très rapidement imperfection. On vit dans un monde où la perfection c'est un peu la carotte au bout du bâton ou alors l'injonction. Faut être une personne la plus parfaite possible, faut faire les choses le mieux possible, etc. Donc, alors faire les choses le mieux possible, ok. En revanche, les faire et être quelqu'un de complètement parfait, là, je suis pas ok du tout. Moi, je dis toujours que la perfection est un des plus grands pièges qui soit. Pourquoi? Parce que la perfection, ça n'existe pas. Donc, courir en permanence après quelque chose qui n'existe pas, c'est se casser les dents et se mettre en état d'échec, en situation d'échec et de frustration et de critique et de négativité en permanence. Et quand on fonctionne avec ces critères-là, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, et au fur et à mesure, on avance en abîmant son estime. Donc on s'en rend peut-être pas compte parce que ça ne se voit pas forcément chez tout le monde, mais en revanche la mécanique elle est là. Quelqu'un qui est perfectionniste dans sa vie, il s'abîme, il abîme son estime et plus il avance, plus ça va être compliqué de trouver de la satisfaction, de trouver de l'amour de soi, d'avancer avec un élan créatif qui soit porteur et qui soit satisfaisant. On va voir que, alors moi, la phrase avec laquelle j'avance dans la vie, c'est que je me sens et je suis et j'assume d'être parfaitement imparfaite. J'ai toujours dit à mes enfants que j'étais une maman parfaitement imparfaite, que j'apprenais. J'ai 2 filles, donc je leur ai toujours dit que j'étais une maman en formation qui apprenait au fur et à mesure avec elles, de la même façon qu'elles étaient mes petites filles en formation et elles sont aujourd'hui mes grandes filles toujours en formation. Et donc le fait qu'on soit des êtres humains en formation permanente fait que évidemment on n'est pas parfait. Hein. Alors, être parfaitement imparfait, ça lâche un petit peu la pression, ça nous évite de se retrouver systématiquement à se dire que ça aurait pu être mieux ou que ça pourrait être mieux, et à avoir une vision plutôt négative de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, ou de ce qu'on ferait, de ce qu'on dirait, de ce qu'on penserait. Parce qu'on va voir qu'il y a 2 profils au niveau des perfectionnistes. Le premier, c'est le perfectionniste qui crée. Celui qui crée en étant perfectionniste, c'est quelqu'un qui va être dans un mouvement qui n'aura aucun problème à passer de la création à l'action, l'idée à l'action. Il va être en permanence en action. Par contre, c'est quelqu'un qui est très rapidement, qui adopte très rapidement une attitude assez tyrannique avec lui-même ou avec les autres. Pourquoi? Parce que son perfectionnisme le pousse en permanence à vouloir tout contrôler, à vouloir être sur le moindre détail, à vouloir que tout soit exactement comme il a prévu que ça devait être, parce que sinon ce n'est pas parfait. Et donc, en termes de stress, en termes d'attitude, ce sont des comportements très oppressants, très autoritaires, mais dans le sens de l'écrasement, en fait. On s'écrase soi-même, on écrase les autres avec une volonté de faire les choses de façon parfaite. Alors, cette personne-là, en termes d'estime, elle sera toujours insatisfaite parce qu'elle verra toujours dans une réalisation ce qui ne va pas, ce qui a foiré, ce qui aurait pu être mieux, le constat, il va toujours commencer et être prioritairement axé sur ce qui aurait pu être mieux. Donc, on trouve difficilement dans ce profil-là une satisfaction, une autosatisfaction, un amour de soi, une valorisation de soi, malgré le fait que ce soit des gens qui effectivement créent beaucoup de choses, y arrivent, etc. Le deuxième profil, ce sont les perfectionnistes qui ne créent pas. Alors, ce sont des personnes qui ont tendance à procrastiner, à idéaliser leurs idées. Ils en ont beaucoup, ils ont des élans créatifs, ils ont des envies, à l'intérieur ça bouillonne, mais ça sort pas.
on passe pas dans la phase action. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'idéalisation de l'idée, on essaye de la rendre parfaite, on la visualise parfaite. Et quand on la visualise parfaite et qu'il faut la mettre dans la matière, cette idée, obligatoirement, on doit faire des choix, on doit abandonner... choisir, c'est renoncer. Donc, quand on renonce à quelque chose pour créer une idée, on la diminue, cette idée. Obligatoirement, il y a l'idée idéale, et puis après, il y a ce qu'elle va être dans la matière qui ne peut pas être à l'image de l'idéalisation qu'on en a dans un domaine imaginaire où tout est possible. Donc, là, ce sont des gens qui sont verrouillés, c'est-à-dire tout reste bloqué, on passe pas à l'acte. L'autre matin, en prenant mon café, j'ai écrit, alors j'écris tout le temps des post-it que je mets dans ma cuisine, et j'ai écrit une phrase, parce que moi je suis très ce profil-là, hein, j'ai mis du temps à réussir à passer à l'acte dans ma vie, j'ai beaucoup d'idées, j'ai énormément d'élan créatif, et puis il y a toujours cette frustration de devoir arrêter les choses, les mettre dans la matière, et en me disant qu'elles auraient pu être plein d'autres choses, qu'il y a toujours plein de versions de mes idées et qu'il faut en choisir une. Donc j'en choisis pas. Il y a plein de moments dans ma vie où effectivement j'ai pas été au bout de mes idées. Et j'ai écrit cette phrase. Alors je suis désolée, il y a le camion poubelle. Voilà. Donc on va l'entendre. C'est pas grave. Ce sont des gens qui travaillent là où nous sommes chez nous. Ouais, donc on peut leur dire merci. Alors j'ai écrit l'autre jour, parfois on ne crée pas parce qu'on a peur de créer un truc moins bien que ce qu'on pourrait créer. Donc ça a été moi pendant très longtemps. Donc là aussi, problématique d'estime, parce que frustration de ne pas faire, frustration de se voir sans arrêt avec des idées géniales et qui n'arrivent pas à prendre forme. Voilà, alors le seul moyen par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, hein, déjà, on peut déjà se dire que la perfection n'existe pas, donc c'est pas la peine de courir après une carotte qu'on va jamais attraper. Donc déjà, on lâche la carotte, on lâche le bâton, et puis on essaye de... Alors moi, il y a un moyen que je trouve assez intéressant, c'est de... faites un petit peu le bilan des gens autour de vous que vous aimez profondément et ayez l'honnêteté de voir leurs défauts et de vous dire, ok, ils ont des défauts, ils sont pas parfaits et pourtant je les aime avec leurs défauts. Ça va déjà assouplir un petit peu cette notion de perfection. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour aimer quelqu'un, donc il n'y a pas besoin qu'on soit parfait pour qu'on nous aime ou pour que nous-mêmes nous nous aimions. On peut s'autoriser à rater des choses, à essayer, recommencer, etc. Donc observez ça chez les autres pour pouvoir au moins vous le approprier à vous-même. Donc ça c'est déjà une première chose. Et en ce qui vous concerne à vous, essayez aussi de regarder de quelle manière ceux qui vous aiment vous voient avec vos défauts et vous aiment avec vos défauts. Alors, on n'aime pas malgré ses défauts, on aime avec ses défauts. C'est très important parce que quand on dit malgré, on se dit que ça serait mieux que ce soit pas là. Et il y a une lutte là-dedans, hein, il y a déjà une lutte. Hein. Quand on dit j'aime avec mes défauts, je m'aime avec mes défauts, j'aime l'autre avec ses défauts, on enlève la lutte et à partir du moment où on accepte la présence de ses défauts, on peut apprivoiser et tout ce qu'on apprivoise, on peut le transformer. Tout ce contre quoi on lutte, on ne transforme pas. Ça, c'est une règle de base. Hein. Si c'est la lutte, on ne transforme pas. Quand on apprivoise, on transforme. Donc les défauts, les imperfections, on fait avec, on aime avec et pas malgré. On reparlera de tout ça parce que c'est vrai pour les peurs, c'est vrai pour les émotions, c'est vrai pour tout. Donc voilà. Alors, j'ai demandé à mes deux filles de me donner leur vision de la perfection, parce que j'ai trouvé que ça pouvait être sympa d'alimenter le sujet. Alors, Luce, ma fille cadette qui a 18 ans, m'a dit les critères de perfection des uns ne sont pas ceux des autres. Et c'est vrai, des fois on se tue à devenir parfaite sur un certain angle, et puis l'autre va nous regarder, et pour lui c'est pas du tout ses critères, donc on se sera tué pour rien. Et puis Lily, qui a 19 ans, m'a dit à toujours vouloir être trop parfait aux yeux des autres, on ne sait plus qui on est et on se perd. Intéressant. Alors, pour votre réflexion du jour, les uns avec les autres, avec vous-même, alors plutôt avec vous-même, qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne parfaitement imparfaite?
Posez-vous cette question aujourd'hui, prenez un bout de papier, répondez. Qu'est-ce qui fait que je suis une personne parfaitement imparfaite? À vous de trouver la réponse. Et si vous êtes plusieurs en confinement, avec vos enfants, avec vos conjoints, avec des amis, demandez-vous les uns les autres un défaut que vous voyez chez l'autre, mais qui fait que vous les, mais avec lequel vous l'aimez quand même. Donc c'est sympa aussi de questionner ses enfants par rapport à ça, de s'autoriser à parler de tout ça, d'en faire des discussions normales, parce que toutes ces discussions d'introspection, c'est pas obligé d'être au fond d'une grotte pour s'introspecter, on peut aussi collaborer dans tout ça et en faire quelque chose de très très normal, de montrer que ce sont des sujets comme les autres. Alors, la perfection, c'est quelque chose qui nous empêche de nous aimer. Et si on ne s'aime pas clairement, enfin, on reviendra sur ce sujet, mais l'amour de soi, c'est la clé de tout. Ça, je ferai vraiment une capsule sur le sujet. Donc, moi, je vous ramène à l'être unique que vous êtes et je vous dis, vous êtes génial, vous êtes imparfait, donc créez et aimez-vous. Encore une fois, on n'est pas parfait, par contre, on est génial, ça c'est sûr, et on a des choses à faire avec ce qu'on a d'unique. Donc, aimez-vous, soyez géniaux et soyez imparfaits. Voilà. Alors, on va tirer la carte du jour. J'utilise aujourd'hui le tarot de Marseille. Alors, j'utilise jamais le tarot de Marseille parce que je trouve que je le trouve assez sombre, j'aime pas trop, mais là, dans une librairie l'autre jour, j'ai trouvé un tarot de Marseille que j'ai trouvé super joli, créé par une artiste. J'espère que je vais retrouver son nom parce que du coup j'ai mis la carte où il y a son nom dans le tas. Voilà, elle s'appelle Victoria Dorsch et les cartes sont peintes à la main et j'ai trouvé que c'était très joli, très lumineux. Pas du tout ce qu'on voit du tarot de Marseille habituellement. Moi j'utilise la version anglo-saxonne d'habitude, je vous en reparlerai. Alors voyons quelle carte vient nous parler autour de cette notion de perfection aujourd'hui. On va voir ce qui est suggéré. Alors, non, il y en a trop là, excusez-moi, je recommence. Voilà, si elle ne vient pas, je vais la tirer moi-même. Alors, la lune. Alors c'est marrant parce qu'on est en pleine énergie de nouvelle lune, hein, la nouvelle lune c'était hier. La lune, l'arcane majeur de la lune dans le tarot, elle vient parler d'intuition et elle vient parler de nos zones d'ombre. La lune, c'est un astre sans lumière et seul le soleil la révèle. Donc, la lune, c'est à la fois l'ombre et la lumière. Et en fait, la perfection, l'imperfection, nos qualités, nos défauts, c'est tout ça, c'est nos ombres et nos lumières. Et ça a plein de facettes, tout ça. C'est pas forcément... quand la lune, quand une partie de la lune est sombre, elle n'est pas moins belle, elle n'est pas moins entière. Et c'est pareil pour nous. Donc ombre, lumière, défaut, qualité, perfection, imperfection, tout ça, ça vit ensemble et ça forme un tout. Et le tout, c'est nous. Voilà. À demain.